Bon, bah, je vais encore faire une vidéo qui va m'attirer beaucoup d'inimitié et je m'attends encore à des commentaires, absolument acerbes, haineux, des humoristes qui vont m'expliquer que je suis nul, j'ai rien com je suis franc-maçon et choses de ce genre et donc où on va m'expliquer que comme je ne dis pas ce qu'ils ont envie d'entendre, qu'ils les flattent dans le sens du poil et plutôt du poil du bas-ventre. Tout ça est nul. Voilà. Mais je voudrais quand même parler aujourd'hui de l'identité nationale et de la question de l'islam, qui est, de mon point de vue, un sujet qui mérite d'être relativement discuté et étudié. Alors, je vais le prendre de la façon la plus stratosphérique possible euh, pour dire que d'abord ce que moi j'entends dans mon quartier, hein, j'entends régulièrement des gens qui disent vous parlez de banlieue sans dire que c'est un lieu, une forêt de sauvages, donc vous ne connaissez pas la banlieue. Donc je tiens à redire que j'habite à la frontière du 19e et du 20e arrondissement, à 150 mètres de la Seine-Saint-Denis, et que donc les mecs qui me la racontent, ah vous savez pas ce que c'est la banlieue, disent perdez pas votre temps, voilà, vous êtes ridicules. Je voudrais juste vous dire ce que j'entends dans mon quartier de temps à autre, parce que je ne l'entends pas tous les jours, je l'entends surtout au moment des élections, et encore pas chaque fois, mais je voudrais dire ce que moi j'entends sur place, hein, de la part des jeunes musulmans qui vivent dans mon quartier. Et là encore, je ne prétends absolument pas être représentatif du reste de la France. Je vous dis ce que moi j'entends ponctuellement. Ça a au moins le mérite de dire qu'il y a des quartiers à forte population musulmane en France qui ne correspondent pas à la description apocalyptique qui est faite chez les hémouristes de tout arabe est un fou dangereux qu'il faut éliminer. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, il se croit peut-être en territoire occupé en Cisjordanie, je ne sais pas. Encore que les Palestiniens ne correspondent pas à ça. C'est ce que les Israéliens adoreraient nous faire croire, mais ça ne correspond pas à ça, les Palestiniens. C'est quand même le peuple le plus civilisé, le plus raffiné du monde arabe avec les Syriens. Mais bref, donc dans mon quartier, je vais vous dire ce que j'entends. Moi, j'entends des gamins qui, de temps à autre, je tiens à le redire, ils n'ont pas des banderoles dans les rues affichées à leurs fenêtres. Voilà, j'entends des gamins qui arrivent à peine à l'âge de voter. J'ai entendu des gamins qui sont arrivés, à peine arrivés à l'âge de voter, disaient ça ne sert à rien de voter, c'est Allah qui décide de tout. Ça ne veut pas dire que c'est une opinion majoritaire. Enfin, je le souligne, je le sursouligne. Voilà, il faut faire des efforts avec des gens qui parfois ont vraiment envie de noircir le tableau et de se libaniser. Je le redis, moi, les Arabes de mon quartier, je ne les vois pas en voie de libanisation, je les vois plutôt en voie de francisation. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est, j'allais dire des Game Boy, mais c'est plus l'âge, des téléphones portables dernier cri, ils veulent des consoles de jeux, et là, ils s'en foutent. Voilà. Bon. Mais si ça vous fait plaisir de croire que ce sont des soldats de l'islam, croyez-le, mais moi, c'est pas ce que je vois. Majoritairement, à 99%, les musulmans que je vois dans mon quartier, ce qu'ils veulent, c'est vivre comme vous et moi, avoir des belles bagnoles, avoir une vie pépère, avoir de quoi voilà, se taper des belles vacances, des belles nénettes, des belles bagnoles. Et là, je suis pas sûr que ça les intéresse. Mais enfin bon, si on le dit, c'est que ça doit être... Si Zemmour le dit, c'est que ça doit être vrai. Lui qui vit dans les quartiers les plus chics de Paris, qui ne passe ses vacances que dans des lieux hyper luxueux, il doit savoir mieux que moi ce que pensent les musulmans des quartiers pauvres. Ça doit être vrai. Bon, et donc, ça me rappelle, j'en fais quelques-unes pour la route, ça me rappelle un avocat proche du Front National, je lui fais coucou, qui m'explique les Arabes, les ceci. Je lui dis, mais attends, est-ce que tu vis, est-ce que tu es déjà allé dans un des quartiers dont tu parles? Il dit, ah non, mais ma secrétaire y habite, elle habite Mantes-la-Jolie, donc je sais ce qui s'y passe. Tu vois, tu as le con du 16e arrondissement, qui est proche de Marine Le Pen,
qui t'explique qu'il sait mieux que toi ce qui se passe dans ton quartier, parce que lui, il a une secrétaire qui habite à 80 km dans une ville réputée difficile. Mais lui, il met jamais les pieds dans un quartier difficile. Mais il va t'expliquer en boucle, il va t'envoyer 10 messages par jour pour t'expliquer Adama Traoré, les musulmans. Mais il sait pas du tout ce que c'est. Hein. Voilà, bref. Moi, je vous dis ce que je vois. Donc, moi, quand j'ai entendu des jeunes musulmans parler de démocratie, de vote, d'élection, il m'est arrivé d'entendre épisodiquement qu'Allah décidait de tout. Et c'est probablement un sujet que nous avons à régler sur le fond, même s'il faut, je le souligne, le ressouligne, le re-ressouligne, en relativiser la portée. Mais ce qui est vrai, c'est que la religion musulmane est une religion où la cité, la vie laïque de la cité, comme on dit, le Laos, le peuple, la vie populaire de la cité n'a pas de place théologique. Alors que nous, on le rappelle, je veux bien qu'on fasse un pipeau sur les racines chrétiennes de l'Europe et qu'on m'explique que si je ne crois pas que Jésus est tout puissant chez nous, c'est parce que je suis franc-maçon, il n'en reste pas moins, mes amis, que nous sommes très largement inspirés par la culture grecque, qui est une culture de construction laïque de la cité, c'est-à-dire de construction de la cité sans Dieu et de recherche du bonheur sans Dieu. Ça n'exclut pas qu'il y ait de très sincères recherches sotérologiques, j'allais dire, de recherche du salut, de recherche eschatologique, la vie après la mort, etc. Je suis absolument convaincu que tous les gens qui pensent que en croyant en Jésus, ils vont assurer leur salut, sont sincères. Je n'ai aucun problème là-dessus. Ça ne m'empêche absolument pas de dormir. Je n'ai aucune difficulté là-dessus, même si je suis franc-maçon. Ils sont cons, les gens, à croire ça. Vraiment, putain. Il n'empêche que nous avons conçu la société occidentale comme une société où l'on construit la cité, la vie politique, autour de la recherche du bonheur collectif. Ce qui est probablement beaucoup moins une... Je laisse passer la moto. Une réalité dans le monde musulman. Alors, qui n'est pas sans intérêt, puisqu'un jour, je suis quand même allé en Palestine, en Israël, vous l'appelez comme vous voulez, et je me souviens qu'à l'Héroustan, donc c'est-à-dire à côté du Saint-Sépulcre à Jérusalem, là où les Templiers avaient construit leur siège, je me souviens d'avoir discuté avec un Palestinien qui me disait, mais écoutez monsieur, je le trouvais très heureux ce Palestinien, qui était musulman d'ailleurs, hein, qui me disait, mais attendez monsieur, nous on a un choix assez simple à faire. Soit on est contre Israël et on revendique un État palestinien qui sera un État corrompu, où on n'aura plus accès à des services publics corrects, soit on accepte l'occupation, et donc c'est une défaite, mais au moins nos enfants ont accès à des écoles et des hôpitaux qui sont à peu près corrects. Qu'est-ce que vous choisiriez, vous Et donc, aujourd'hui, il y a ce sujet dans le monde musulman, c'est que l'islam ne crée pas, ne génère pas des sociétés, aujourd'hui en tout cas, où l'on recherche le bonheur, où le bien collectif dirige la politique. On considère assez largement que c'est Allah qui décide de tout, que le reste, c'est au fond l'application du destin. On n'y peut pas grand-chose. Et au fond, il faut l'accepter. C'est quand même... Il y a de cela dans l'esprit musulman, dans la politique des sociétés musulmanes. Et au fond, on a ce sujet. Si on a aujourd'hui un sujet d'intégration, il est de mon point de vue là. C'est est-ce que les jeunes musulmans qui vont petit à petit s'amalgamer à notre société, qu'on le veuille ou non, voilà. Sauf si on décide de renvoyer 6 ou 7 millions de personnes chez elles, mais déjà je ne sais pas matériellement comment on va le faire. On rappelle que là on va livrer le plus gros paquebot du monde. Il fait 7000 places. Hein. Alors, en acceptant même l'hypothèse qu'on double, qu'on fasse dormir des gens sur le pont, qu'on en mette 15 000, pour renvoyer 6 ou 7 millions de personnes dans des paquebots qui au maximum peuvent porter 15 000 personnes, ça fait un certain nombre de rotations. Hein. Ça fait 500 ou 600 rotations, c'est-à-dire au moins un an, un an d'expulsion des personnes. J'ai du mal à penser que ça va se passer.
En tout cas, si on en arrivait là, je pense qu'il y aura un traumatisme collectif et je suis pas sûr que ça dure très longtemps. C'est-à-dire, je suis pas sûr qu'on trouve l'énergie de renvoyer 7 millions de personnes chez elles, surtout dans des pays qui n'en veulent pas. Bref, revenons-en au vif du sujet. Donc, si on admet l'hypothèse qu'on ne pourra pas faire de la remigration, c'est-à-dire renvoyer les gens chez eux massivement, si on se dit comment on fait pour les intégrer, on a un sujet aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une fracture identitaire entre les Européens qui considèrent que qu'il y ait un Dieu ou pas, n'en déplaise à ceux qui me pipotent sur les racines chrétiennes de l'Europe, même si on pense qu'il y a des racines chrétiennes de l'Europe, ce qui moi me gêne absolument pas. Hein. Et je prends n'importe quel des connards qui m'ont expliqué vous êtes un franc-maçon donc vous n'avez pas le droit d'en parler, je le reprends sur la culture chrétienne et la culture catholique. Je suis pas sûr qu'il en sache plus que moi. Voilà. Mais donc même si on croit aux racines chrétiennes de l'Europe, il y a en Europe une construction de la politique et de la cité fondée sur l'idée que la politique doit rendre les gens heureux et qu'il faut assurer la prospérité, le bien-être, l'abondance, qui sont tout un tas d'idées étrangères. Enfin, en tout cas, les évangiles ne sont ni pour ni contre, bien au contraire. Hein. Et que dans l'islam, au fond, la religion n'implique pas, hein, autant dans le christianisme, il y a rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc il y a bien l'ouverture sur l'idée que la cité doit se gérer elle-même, autant dans l'islam, cette idée-là n'existe pas. Et donc nous avons un sujet qui est l'adhésion profonde, pas seulement en apparence, mais profonde des musulmans à nos valeurs démocratiques et à l'idée que nous avons des droits naturels, notamment le droit de participer aux affaires de la cité sans l'intervention de Dieu ou d'Allah. Et ça, c'est un sujet de fond qu'à mon avis, nous devons traiter. Mais nous devons le traiter, là aussi, d'abord, je pense, par un effort éducatif très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture démocratique n'est pas véhiculée, elle n'est pas transmise, elle n'est pas expliquée, notamment dans les écoles, notamment dans l'organisation scolaire. Il n'y a pas plus dictatorial qu'une école française, c'est-à-dire que l'école française, c'est vraiment tout est fondé sur l'autorité, le primat du prof, voilà, et le gamin, il est là pour obéir. Est-ce que ça transmet des valeurs démocratiques? J'en suis pas vraiment sûr. Est-ce que ça responsabilise les enfants dans la prise en charge de la vie collective ou dans l'organisation de la vie collective? J'en suis pas sûr. Je me félicite d'avoir mis ma fille dans une école Montessori où là, les enfants sont responsabilisés dès le plus jeune âge. Hein. Donc on a ce sujet, et on a un sujet de fond qui est surtout profondément comment on convainc les jeunes musulmans qu'il y a des droits naturels individuels que la cité doit respecter. Et sur ce combat-là, je crois que personne n'a de baguette magique, mais il faut l'inventer, ou en tout cas il faut le pratiquer. Ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est que je lis abondance de commentaires de gens qui sont anti-musulmans primaires et qui singent les musulmans dans leur refus de la démocratie. Hein. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont très largement convaincus que ce qu'ils appellent faussement les racines chrétiennes de l'Europe, des gens qui sont convaincus que Dieu décide de tout. Alors, ils l'appellent pas Allah, ils l'appellent Dieu, mais ils sont, de mon point de vue, aussi étrangers à la culture chrétienne, à l'héritage chrétien que les musulmans. Et ce sont des gens qui, au fond, considèrent qu'il n'y a pas de droit individuel, il n'y a pas de droit naturel individuel. Quand je lis ce que je lis sur Naël, c'était un délinquant, donc il a mérité son sort, on a bien fait de lui mettre une balle, je me dis, mais attendez, mais si vous n'êtes pas capable d'admettre que même un délinquant a des droits, qu'est-ce que vous avez à envier aux musulmans qui demandent l'application de la charia? Je pense même que la charia, elle est plus respectueuse des droits individuels que votre globi-boulga, prétendument héritier des racines chrétiennes de l'Europe, mais qui ne sont qu'une imposture. Vous n'êtes pas héritier des racines chrétiennes de l'Europe, vous n'en êtes pas les défenseurs,
Vous êtes juste défenseur d'une espèce de nazisme contemporain qui n'a rien à voir avec le christianisme. Ne soyez pas imposteur. Moi, franc-maçon, je vous dis que vous ne représentez pas le christianisme. Le christianisme n'a jamais légitimé une balle dans le thorax à bout portant pour un gamin qui commet un refus d'obtempérer. C'est pas ça le christianisme, hein. Et les racines chrétiennes de l'Europe, c'est pas ça. Voilà. Et ça, c'est de la haine du musulman, c'est de la haine de l'autre, mais je ne pense pas que le christianisme soit une religion de la haine. Voilà. Et donc, nous avons aujourd'hui cette difficulté qui est que, au fond, les gens qui sont les plus attentifs à la lutte contre l'islam sont aussi ceux qui sont les plus éloignés de la défense des libertés que nous souhaitons. Et nous avons ce sujet qui est que, au fond, il n'y a plus de défenseurs des libertés parce que ce ne sont pas les mélenchonistes qui vont défendre les libertés individuelles, ils les détestent autant que ceux qui détestent l'islam. Hein. Il y a bien un point commun entre les humoristes et les mélenchonistes, c'est la haine de la liberté individuelle. Et au fond, ceux qui pourraient défendre les libertés individuelles sont les macronistes, mais ils sont tellement anesthésiés, tellement hypnotisés par la connerie atlantiste, par les narratifs mondialistes qui sont diffusés, qu'eux-mêmes sont prêts à vendre toutes les libertés pourvu qu'ils continuent à jouir de leurs privilèges sans se poser de questions. Et donc nous avons un parti à réinventer, politique, hein, qui est celui de la défense des libertés. Allez, en wallon on dit les libertés tempestes, c'est-à-dire qu'il faut que les libertés tempérées. Il faut qu'il y ait des gens qui aujourd'hui disent, mais attendez, la démocratie, c'est pas le droit pour les flics de sortir leurs flingues parce qu'il y a un délinquant arabe ou noir, on s'en fout, qui arrive, on sort son flingue en disant tu vas obéir sinon je te chote. Voilà. C'est pas ça la démocratie. Et ça ne veut pas dire qu'on est tendre avec les délinquants, ça ne veut pas dire qu'on aime les délinquants, ça ne veut pas dire qu'on aime les racailles. Ça veut juste dire que dans un pays où l'on autorise la police à tirer à bout portant, à tort et à travers, ceux qui le payeront à la fin, ce ne seront pas les racailles, ce sera vous. Et ce jour-là, il ne faudra pas chialer dans votre froc, parce que vous en serez les responsables. Hein, voilà. Et quand vous aurez votre gosse qui sortira de boîte de nuit, qui un peu éméché, fera une connerie, qui se prendra une balle, il ne faudra pas venir chialer, vous l'aurez voulu, et vous en serez responsable. Voilà. Et c'est comme ça que ça se terminera. C'est-à-dire que vous serez les premiers, après avoir applaudi à « Allez, faut tuer Naël », vous serez les premiers à chialer, hein, parce que vos gosses y seront passés. Et ce jour-là, vous direz « Ah, n'y est pour rien, ». Ben si, vous êtes responsables, les mecs, parce que vous êtes incapables, à un moment donné, de vous dire « Mais si j'autorise, si je légitime le tir à bout portant sur un gamin qui commet des délits routiers, des infractions routières, et qui commet un refus d'obtempérer, si j'autorise à ce qu'on lui tire dessus, comme ça veut dire que mon fils, ma fille, un jour, il passera. Et ce jour-là, il ne faudra pas que je me plaigne. Cette maturité-là, manifestement, elle est perdue. Vous êtes tellement anesthésié par la peur que tout ça, c'est oublié. Et donc, c'est pas pour ça qu'on légitime le refus d'obtempérer. C'est pas pour ça qu'on légitime les racailles. C'est juste qu'on se dit, le jour où on ouvre la boîte de Pandore, comme on dit, le jour où on lâche les chiens, vous ne pouvez plus les rattraper. Et c'est ce que vous êtes en train d'appeler de vos voeux. Ça n'a pas traîné. Les lois sur la censure d'Internet, des réseaux sociaux sont arrivées. Elles vont entrer en vigueur. Et vous avez applaudi. Vous avez applaudi. Hein, au nom de la lutte contre les racailles. Vous avez applaudi. Et vous en mordrez les doigts parce que vous serez les premiers à dire « c'est dégueulasse, Macron censure, Macron nous a... » Enfin, c'est vous qui l'avez appelé de vos voeux. Hein. N'oubliez pas ça. Regardez le bout de vos chaussures maintenant. Voilà. Ce que je dis juste, c'est qu'on a un problème, c'est que si on veut défendre les libertés démocratiques, il ne faut être ni du côté des racailles, ni du côté des dingos qui sont en train de dire « pour lutter contre les racailles, il faut tirer dans la foule ». Et ce parti-là, il ne va pas être simple à monter. Voilà. Allez, je vous laisse réagir.